Non, Lando Norris n'a pas volé son titre et je vais vous donner 3 éléments pour le défendre et montrer que oui, Lando Norris est un beau champion du monde. Je suis hyper content pour Lando Norris, même si de mon côté, j'ai pas eu l'émotion que j'espérais en le voyant passer la ligne d'arrivée hier. Et c'est pas grave, on n'a pas tous le même rapport émotionnel à ce que l'on voit. Pour une fois, je vais pas avoir besoin de défendre Max Verstappen, et alors ça les amis, c'est une réelle victoire. Mais je vais m'employer à vous donner les éléments qui pourront peut-être vous faire prendre le recul nécessaire, vous permettre de faire preuve d'empathie et d'être un peu plus heureux pour Lando Norris si vous n'avez pas débordé d'émotions comme moi. Alors oui, tous les fans de Lando Norris vont devoir pendant des années s'employer à défendre cette image. J'aimerais revenir sur cette action justement car des deux côtés ça aurait pu être mieux, y compris du troisième côté qui est celui de la FIA. Mais au-delà de cette action, la course de Norris et des McLaren est hyper intéressante à analyser puisqu'elle est presque une course témoin de 2025. La bonne voiture, pas la meilleure strat et les autres galèrent un peu derrière. Et justement, ça me permettra d'aborder le dernier point de cette vidéo qui est celui de plein de champions du monde. La régularité, même si c'est rarement spectaculaire. Je vous le disais, oui, les fans de Lando Norris vont devoir défendre cette image pendant des années, malheureusement, parce que c'est une action qui est litigieuse, qui a entraîné une enquête à la FIA, et comme d'habitude, personne n'est vraiment content du résultat, et pas forcément parce que ça peut ou ça a eu une incidence sur la course en elle-même, mais parce que c'est inconstant vis-à-vis d'autres décisions qu'on a déjà vécues. Et je pense que c'est là qui est le plus important. Et cette action n'est pas celle qui aurait tout changé dans la balance du championnat, loin de là, et je vous explique. Tour numéro 23, Lando Norris remonte dans le peloton après son premier arrêt au stand sans trop de mal, au prix d'une certaine agressivité que l'on n'avait pas tant vu que ça pendant toute la saison. Double dépassement sur Liam Lawson et Lance Stroll en bataille, puis il vient enfin buter sur le fameux Yuki Tsunoda qui a évidemment pour ordre de bloquer et de ralentir le plus possible le Britannique, puisque Tsunoda sert de bon coéquipier à Max Verstappen. Tsunoda commence à souffrir sur des vieux pneus hard pendant que Norris bénéficie encore du jus de ses nouveaux pneus hard lui aussi. Norris négocie bien le premier secteur et se retrouve assez proche du japonais en sortie du virage 5. Et donc, ça va se transformer en dépassement en pleine ligne droite entre guillemets avec le DRS. Alors Tsunoda commence à faire des vagues pour tenter de casser l'aspiration, de se défendre entre guillemets, bouge à gauche, puis à droite, puis une dernière fois à gauche, fermant la porte à Lando Norris. Mais le Britannique prend sa décision un peu avant de venir faire son dépassement sur la gauche de Tsunoda. Tsunoda laisse une place marginale, Norris se retrouve à dépasser Tsunoda les 4 roues en dehors de la piste, donc de l'autre côté de la ligne blanche, et finit son dépassement au moment de freiner pour prendre définitivement la position pour s'envoler derrière et donc passer Tsunoda une bonne fois pour toutes. Dans cette action, on a 2 enquêtes qui sont ouvertes. La première, c'est les zigzags de Tsunoda qui se transforment en pousser un adversaire en dehors des limites de la piste. Et la deuxième, c'est l'avantage potentiellement injuste gagné par Lando Norris. Tsunoda prend 5 secondes de pénalité pour avoir changé trop de fois la ligne de sa défense et donc d'avoir emmené un autre pilote en dehors de la piste. C'est vraiment le fait d'emmener un pilote hors piste qui a été pénalisé. Et les commissaires décident de ne pas sanctionner Lando Norris pour avoir gagné un avantage entre guillemets injuste puisqu'il a été jugé qu'il avait été forcé de sortir des limites de piste pour justement éviter un contact. Et donc à ce moment-là, le dépassement est devenu légitime entre guillemets. Alors le problème que j'ai, c'est que Tsunoda fait certes plusieurs changements de ligne pour défendre sa position, et donc ça vaut de se faire un peu épingler par la FIA, donc pas de souci là-dessus, mais il va clairement sur la gauche pour défendre quand Norris est encore derrière et que l'espace se referme et que Norris sait que l'espace se referme. Et donc à ce moment-là, quand Norris prend entre guillemets sa décision, il peut tout à fait choisir d'aller à droite pour dépasser Tsunoda, et les commissaires ont bien noté que oui, Lando Norris aurait dépassé Tsunoda sans sortir de la piste. En fait, de mon point de vue, Norris se met lui-même dans une situation où il est obligé de sortir de la piste parce qu'il va au bout de son attaque, même si ce n'est pas la bonne. Les 2 pilotes n'ont pas réfléchi plus loin que le prochain virage, et c'est ça que je trouve dommage. Norris aurait pu faire sa manœuvre en 2 temps, croiser et décroiser en sortie de la chicane du virage 6 et 7, pour finir le dépassement au virage 8, et paumer Tsunoda dans le dernier secteur qui est sinueux et où c'est difficile de suivre les autres voitures. Et Tsunoda, bien que ce soit un peu plus limité, il aurait pu simplement choisir l'intérieur plus rapidement, obligeant Norris à se placer à droite, retarder son freinage, ou alors se laisser entre guillemets dépasser, mais se mettre en bonne position pour pouvoir réattaquer en sortie de chicane du virage 6 et 7. Ceci étant dit, là où Norris dépasse Tsunoda, je suis pas sûr que le japonais aurait pu faire beaucoup mieux derrière et même
tenter de contre-attaquer dans la ligne droite suivante. Je trouve que si on mettait 5 secondes à Tsunoda, j'estime que ça aurait été relativement juste de mettre 5 secondes à Lando Norris parce qu'il avait d'autres options pour dépasser dans les limites de piste et de manière moins dangereuse. Cela a été jugé pauvrement de la part de la FIA et j'insiste, ce n'est pas sur une volonté d'être plus laxiste pour des pilotes qui jouent le titre, mais un clair manque de discernement de la part des commissaires sportifs, comme on en voit à tous les Grands Prix. Et aujourd'hui, en fait, cela fait partie du jeu, et même si ça nous gâche une partie du spectacle, tout le monde doit composer avec, que ce soit Lando Norris ou Gabriel Bortoleto. Je sais pas pourquoi ça tombe sur lui, mais c'est un exemple comme un autre. Au final, tout ça n'a aucune importance sur le reste de la course de Norris parce que même si on lui avait mis 5 secondes de pénalité, il aurait tout de même fini sur le podium et serait allé chercher le titre de champion du monde. Et c'est peut-être la seule façon de défendre cette image pour les fans de Lando Norris. La globalité de la course de Lando Norris à Abu Dhabi ne tient pas à cette action, ni son championnat pour le coup. Il faut donc pouvoir prendre du recul et ne pas se focaliser seulement sur ce Grand Prix en particulier et cette action, même si elle fera débat éternellement. On peut quand même se mettre d'accord qu'on n'est pas sur un Abu Dhabi 2021 non plus en termes de drama. Ce qui est intéressant avec cette action, c'est qu'on est obligé de prendre du recul pour comprendre comment Lando Norris est un beau champion du monde. Abu Dhabi a été étrangement la course témoin la plus représentative, si on peut dire ça comme ça, de McLaren en 2025. Il n'avait pas forcément la meilleure voiture du plateau, mais la plus constante un peu partout, avec peut-être 1 ou 2 avantages par rapport à tout le reste du plateau. Et c'est pas la même chose. Par jeu de communication ou de politique, on a, je trouve, peut-être surestimé la performance de la McLaren cette année, car ils n'ont pas dominé toutes les courses, mais elle leur a permis d'être souvent les meilleurs et surtout d'être réguliers. Et c'est pas du tout pareil encore une fois. Abu Dhabi en est un exemple. McLaren faisait nettement la différence dans le secteur 3 et donc avait un peu plus d'appui aérodynamique. Et donc, dans le secteur 1 et 2, c'était plutôt à l'avantage de la Red Bull. Ceci étant dit, McLaren a intelligemment splitté les stratégies entre ces deux voitures au départ de la course. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça dénote une volonté de pouvoir faire en sorte que Oscar et Lando Norris se croisent le moins possible en piste. Et surtout, ça permet de ne pas donner de consignes d'équipe puisque ils ne sont pas sur la même stratégie. Ou en tout cas, si on doit faire passer une consigne, ce sera plus facile. L'écurie se dédouane ainsi de tout problème. Je reconnais que c'est plutôt intelligent. La bonne stratégie était celle à un arrêt, mais encore fallait-il l'exécuter correctement puisqu'on a laissé Piastri mourir sur ses pneus hard en fin de premier relais, alors qu'on pouvait l'arrêter plus tôt et mettre des médiums. Mais là aussi, est-ce que les médiums auraient suffisamment tenu sur la fin de la course ? C'est une autre question. En revanche, chez Norris, on s'est compliqué un peu la vie sur la stratégie, je trouve. Ils ont voulu couvrir Russell et Leclerc, qui ont fait basculer Norris sur une stratégie à 2 arrêts, l'obligeant à devoir dépasser d'autres voitures en piste et donc prendre un peu plus de risques. J'ai eu peur que ça parte sur le même schéma et le même problème qu'Alonso en 2010, mais la piste est aujourd'hui plus propice au dépassement puisqu'on l'a modifié en 2021. Et puis surtout, le DRS aide quand même pas mal pour pouvoir faire des dépassements et on l'a vu, Lando Norris est allé un peu au charbon. Alors on l'a vu, Charles Leclerc attaquait sans relâche jusqu'à ce que ses pneus lâchent, mais Norris était quand même en contrôle et finalement le rythme de Russell était absent, facilitant complètement la tâche de McLaren et de Norris. Il fallait seulement surveiller Charles Leclerc et c'est tout parce que derrière la P3 suffisait et tout était sous contrôle. Ils s'en sont bien sortis même si je pense qu'ils se sont trompés de cible sur la bataille stratégique. Se caler sur Verstappen était peut-être moins risqué, plus intéressant que de succomber entre guillemets à répondre à des tentatives d'undercut de Charles Leclerc et de George Russell, sachant qu'ils avaient une voiture qui était bien meilleure que la Ferrari et que la Mercedes au moment de la course. Si je résume, McLaren ne prend pas spécialement la meilleure stratégie, même si ça reste à débattre évidemment. Elle se place sur une stratégie défensive, ce qu'ils ont fait à peu près toute la saison d'une certaine manière, qui fait prendre, je trouve, dans ce cas-là, un peu plus de risque de mon point de vue. Mais comme elle a une voiture qui est forte partout sans être la meilleure absolument dans tous les domaines ou en tout cas de dominer dans tous les domaines, ça permet de bien tenir. Et c'est ce qui s'est passé sur à peu près l'ensemble de la saison. Bon, et je termine avec 1 ou 2 commentaires que j'ai vus entre guillemets un peu passer sur les réseaux sociaux. De manière générale, il y en a qui reprochent à Lando Norris d'avoir eu la meilleure voiture. Et j'ai envie de vous dire, mais est-ce que c'est pas justement le but que d'avoir la meilleure voiture pour gagner quand t'as des centaines d'ingénieurs qui bossent dessus? Alors, est-ce qu'ils auraient pu mieux l'utiliser à Abu Dhabi? Oui, probablement. Sur l'ensemble de la saison, oui, c'est certain. Mais ça suffit. Et justement, ça m'amène au dernier argument encore plus qu'avant. Le champion du monde se doit d'être le plus régulier possible, même si c'est pas spectaculaire et que c'est peut-être un peu moins émotionnel. Lando Norris mérite amplement son titre de champion du monde car le champion cette année est celui qui a été le plus régulier. On a le champion qui correspond finalement le plus
à la structure entre guillemets du championnat en 2025. C'est une vraie performance sur 24 Grands Prix. C'est long, c'est difficile, ça se joue sur le fait d'avoir beaucoup de constance, de ne pas avoir trop de bas sans avoir trop de haut. Ça vous donne plus de chances de gagner et finalement, Piastri et Verstappen en sont les incarnants parfaits d'avoir soit eu un grand haut et ou un grand bas. Alors oui, on se souviendra tous que Verstappen a entamé une remontée de nulle part en ayant 104 points de retard sur le leader du championnat à un moment donné dans la saison. Même si ça n'a pas suffi, ça aurait été émotionnellement hyper fort de le voir champion du monde, car on aurait pu le voir presque comme un hold-up entre guillemets. Mais cela aurait été moins représentatif du championnat dans sa globalité, mais plus sur une performance ultra forte sur seulement une partie du championnat. Encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste pas la même chose. Inversement, Piastri s'est effondré après Zandvoort et le gros bas qu'il a pris sur plusieurs Grands Prix, sur finalement trop de Grands Prix, l'a ruiné dans sa course au titre. Et quand on regarde les écarts de points, Norris ne prend pas spécialement de coups durs à part Zandvoort et progresse gentiment tout au long de la saison et surtout sur la fin de la saison quand Verstappen fait le yo-yo ou le grand écart, ce qui demande intensément plus de travail. Et que Piastri, lui qui était bien parti, n'a pas réussi à bien terminer. Statistiquement, Lando Norris est un beau champion. C'est clean, c'est plutôt bien géré par rapport aux autres, encore une fois. Ce n'est peut-être pas le meilleur pilote du plateau, peut-être pas la meilleure équipe non plus, ni la voiture dominante qu'on aime raconter, mais celle qui est la plus régulière et la plus homogène sur beaucoup de circuits. Mais c'est la combinaison de tout ça qui a été la plus constante, qui a permis d'aller chercher le titre, et en fait c'est ça qui est joli. Je vais vous avouer que si je trouve que Lando Norris est un beau champion en ce sens, que je suis très content pour lui, ses proches, ses fans, et que je trouve qu'il s'est quand même bien battu parce que 24 Grands Prix, c'est long, même beaucoup trop long. Moi personnellement, ça ne m'a pas émotionnellement marqué, car je trouve que ça manque de chien, ça manque d'un truc qui me fait dire waouh. Alors la régularité pour remporter le titre de champion du monde en 2025 est impressionnante à mettre en place et à accomplir. Mais elle n'est pas émotionnelle, je trouve. En vrai, c'est pas grave, moi je le vis très bien car je trouve que Lando Norris n'a clairement pas volé son titre, bien au contraire. 24 Grands Prix, c'est long, trop à mon goût encore une fois, et parfois le champion n'est pas celui qui impressionne le plus en piste par de la bataille, des pôles sortis de nulle part, etc. mais celui qui met en fait finalement tout bout à bout sur 24 Grands Prix.